Mardi 16 avril 1996, à la Selle Saint-Cloud, banlieue huppée de l'ouest parisien. Il est 9 h du matin quand la femme de ménage de Willy Pomonti, un architecte à la retraite de 69 ans, arrive au domicile de son employeur. Elle est un peu surprise, tout est ouvert. Elle rentre, il y a un grand désordre, ce qui n'est pas non plus une habitude de ce monsieur qui était quelqu'un de pré-rangé. Et donc elle s'inquiète, elle ne va pas tout à fait jusqu'au bout et elle préfère appeler un voisin en disant quelqu'un est rentré, il s'est passé quelque chose. Ce voisin habite juste en face de la maison de Willy Pomonti. Alarmé par les déclarations de la femme de ménage, il se précipite chez l'architecte. Lui fait état d'un grand chambardement dans la pièce, avec des papiers éparpillés un peu partout. Il va penser qu'il s'est passé quelque chose de très violent. Visiblement une maison qui a été fouillée, des tiroirs ouverts, une télévision qui a été déplacée. Et ensuite, assez rapidement, en progressant vers l'intérieur de la maison, ce sont les traces de sang. Il y en a beaucoup, il y en a des quantités relativement importantes. Et il découvre dans une chambre le corps de M. Pomonti dans une mare de sang. Horrifié, l'homme appelle immédiatement le commissariat de la Selle Saint-Cloud. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent sur place et procèdent aux premières constatations. Dans l'immédiat, on veut comprendre. Donc on observe, on voit des choses qui paraissent importantes de matérialiser par un cavalier, les choses qu'il est important de protéger, de ne pas déplacer, de ne pas bouger, mais on progresse jusqu'à avoir une vision globale de la situation. On veut quand même, tout en protégeant un maximum de choses, arriver assez rapidement au sujet essentiel. En progressant vers la chambre, les policiers découvrent un escabeau taché de sang, 2 dents sur le sol à l'entrée des toilettes et une perceuse ensanglantée. Quand ils pénètrent dans la chambre, ils voient le corps de la victime. Mais ils la retrouvent recroquevillée sur elle-même, habillée, pas mal ensanglantée. Ce qui est frappant dans le témoignage des enquêteurs, en tout cas celui d'un des policiers, c'est qu'il dit que rarement sur une scène de crime, il trouve un tel déchaînement de violence. Face à la gravité des faits, la police judiciaire de Versailles est immédiatement saisie et un médecin légiste est aussitôt dépêché sur place. Il va pouvoir recueillir des renseignements sur ce corps qui peuvent s'altérer avec le temps ou s'altérer avec le transport. Et en particulier, vous avez ce qu'on appelle les phénomènes cadavériques, la température du corps, les lividités, les rigidités, qui sont des phénomènes évolutifs. Ça va permettre de dater plus ou moins précisément l'heure de la mort. L'expert procède alors aux premières constatations sur le corps de la victime. L'examen visuel à ce stade-là, c'est le constat d'une personne qui manifestement a des lésions multiples au niveau du visage, ça c'est une évidence, qui est pieds et mains liés, donc on est bien dans un contexte criminel, ça ne peut pas être autre chose. D'autre part, les premiers éléments d'examen sommaires sur place permettaient de dater la mort entre 12 et 24 heures avant la découverte du corps. Près du corps, le légiste remarque la présence d'une masse apparemment couverte de sang. Un rapport peut être très vite établi entre des lésions de cette importance sur la tête et la présence de la masse. Cette masse pourrait donc être l'arme du crime. Des techniciens de scène de crime procèdent immédiatement à son analyse. Sur un objet tel qu'une masse, on va pouvoir faire des recherches de traces papillaires, que ce soit sur le manche ou sur la partie robuste de la masse. On va pouvoir faire des recherches génétiques. Mais il semble que le meurtrier se soit également servi de la perceuse électrique découverte dans le couloir. La mèche est souillée de sang, ce qui laisse imaginer une utilisation de cet engin pour exercer les violences, ce qui est quand même assez particulier et assez rarement observé.
Après avoir mis la perceuse sous scellé, les experts prennent des clichés photographiques, notamment de 2 traces de pas ensanglantées, découvertes à proximité du corps de la victime. Des indices qui pourraient se révéler déterminants pour la suite de l'enquête. Lorsqu'on a une trace de semelle, on va pouvoir la comparer avec des empreintes de semelles de chaussures suspectes. Alors, soit suspectes d'un individu qui a été arrêté, soit de comparer avec les empreintes de chaussures d'une victime. Les techniciens s'intéressent ensuite aux multiples taches de sang retrouvées à plusieurs endroits du domicile de Willy Pomontì. La taille et la forme de ces taches sont autant de précieux indices. On a des traces sur les murs qui sont des traces projetées, donc qui montrent une action violente qui a été donnée. On a des traces passives qui montrent des cheminements dans tout l'appartement. On a des traces glissées qui sont sur les murs, qui sont au sol. Et donc on voit que l'action est non seulement violente, mais en plus qu'elle a duré dans la totalité de la maison. L'analyse de ces traces de sang permet ainsi de dresser une séquence criminelle. L'agression aurait débuté dans le couloir pour se poursuivre jusque dans la chambre de la victime. À la recherche du moindre indice, les experts poursuivent leurs investigations en inspectant minutieusement tout le pavillon. 19 empreintes digitales sont ainsi relevées à divers endroits. Enfin, des mégots de cigarettes sont également mis sous scellé en respectant les précautions scientifiques d'usage. La priorité quand vous avez un cendrier est de prélever chaque mégot et de le conditionner dans une enveloppe séparément. Pourquoi? Parce que en fait, il peut y avoir un mélange d'ADN qui va se créer entre les différents mégots et chaque mégot va être envoyé et analysé séparément jusqu'à extraire un profil génétique. Les policiers quadrillent ensuite le quartier pour interroger tous les voisins de la victime. Dans cette banlieue paisible, quelqu'un a peut-être entendu quelque chose. Et effectivement, les faits se sont vraisemblablement déroulés la veille de la découverte en soirée. On a une voisine qui fait état du fait qu'elle aurait entendu la voiture de la victime partir le soir vers 23 h, ce qui était inhabituel. Cette voiture n'étant plus devant la maison, les policiers pensent que Willy Pomontì a pu être victime d'un cambriolage qui a mal tourné. D'autant qu'une chaîne IFI a disparu du lieu du drame. Son meurtrier aurait alors pris la fuite en volant le véhicule. Retrouver cette voiture devient alors la priorité des enquêteurs. Une voiture, ça a l'avantage d'être quelque chose de particulièrement visible et identifiable. Et donc, évidemment, très rapidement, cette voiture est inscrite dans les fichiers et recherchée par tous les services possibles, en fait. Mais un autre témoignage sème le doute dans l'esprit des enquêteurs. La femme de ménage qui a découvert le corps raconte qu'à son arrivée, la porte de la maison n'était pas verrouillée. Donc il n'y a pas d'effraction sur la maison. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Soit il ne fermait pas les lieux, soit on aurait pu imaginer qu'il ait ouvert lui-même un agresseur. La victime connaissait-elle son agresseur? L'enquête vient à peine de commencer et les enquêteurs n'ont encore aucune certitude. Pendant ce temps, les policiers contactent la famille de Willy Pomontì pour l'informer du drame qui vient de se dérouler. Pour ses proches, c'est le cauchemar. Les souvenirs que j'en ai, c'est tout de suite le mot assassinat, torture. Ça n'arrive qu'aux autres. On est dans cette idée-là. C'est que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres. Et ça vous arrive dessus. Qui a bien pu s'en prendre avec une telle violence à ce paisible retraité de 69 ans? Comme toujours dans une enquête criminelle, les enquêteurs se penchent sur la vie et la personnalité de la victime. C'était un monsieur tranquille, monsieur qui vivait tout seul, séparé de sa femme avec laquelle il avait d'excellentes relations, mais elle vivait dans le Midi, lui vivait en région parisienne. Il voyait sa fille de temps en temps. Voilà, c'était un monsieur qui avait une vie rangée, tranquille.
Il était très chaleureux lui-même, il est très doux, un personnage très doux. Il était attentionné pour les uns et pour les autres. C'était un garçon très à l'écoute des problèmes des autres. À cette occasion, les proches de Willy Pomoty livrent d'ailleurs aux enquêteurs un détail qui peut expliquer pourquoi aucune trace d'effraction n'a été découverte sur sa porte. C'est pas un type spécialement méfiant qui se barricade chez lui, hein. Les témoignages autour disent que voilà, il avait l'habitude de vivre porte et baie vitrée ouverts. Malgré sa réputation d'homme affable, Willy Pomoty était connu pour être un solitaire. Il faisait tout lui-même, la cuisine, les courses, et jusqu'à avoir construit sa propre maison, d'une certaine façon, puisque c'était un peu son ancien métier, comme architecte. Il avait fait, avec des tas d'innovations, il s'était fabriqué une petite piscine, enfin, il adorait ça, quoi. Tous les témoins interrogés sont unanimes pour dresser le portrait d'un homme sans histoire. Tous, sauf un. Il y a une déclaration d'un neveu. Alors, lui, il déduit en fait du fait que M. Pomoty est souvent seul, qu'il aurait des choses à cacher. Ce neveu prétend ainsi que Willy Pomoty dissimulait une liaison avec l'un de ses voisins. Les enquêteurs ne veulent écarter aucune piste et interrogent donc les proches de la victime sur son éventuelle homosexualité. On pose la question à sa famille, on pose la question à son ex-femme, on pose la question à d'autres personnes dans l'entourage qui connaissent l'un, qui connaissent l'autre. Tout le monde tombe des nues et tous affirment que ces déclarations sont une pure affabulation. Ce sont des arguments d'ambiance qui paraissent vraiment extrêmement légers. À aucun moment, cette piste n'est étayée par le moindre élément concret, quoi. Le voisin en question est tout de même convoqué à la PJ pour être entendu. Le voisin va déclarer que ça n'a jamais été le cas et que même bien au contraire, il avait lui-même une compagne. Voilà. Et la piste est définitivement fermée. Et à ce stade de l'enquête, les policiers n'ont aucun élément susceptible d'orienter leurs investigations. Et donc là, on se dit que du coup, effectivement, c'est compliqué, parce que ce qui est le plus facile dans les affaires criminelles, c'est quand on arrive à relier l'auteur et la victime l'une à l'autre, et là, bon, on n'a pas d'éléments qui permettent ça, quoi. Dès le lendemain du drame, le corps de Willy Pomoty est autopsié à l'Institut médico-légal de Garches. Très vite, l'examen externe confirme que la victime a subi un véritable déchaînement de violence. On a un fracas facial, c'est-à-dire toute la partie médiane du visage qui a subi de multiples coups. Un rapprochement peut être fait assez facilement avec la masse trouvée sur place, puisque ce type de lésion ne se voit pas sur de simples coups de poing. Il faut vraiment un objet contondant. Sur le crâne, on a également des traces d'impact caractéristiques de la masse, puisque elle a laissé la trace de ses angles par des enfoncements de la boîte crânienne. Mais en poursuivant son examen, le médecin légiste découvre deux autres plaies qui témoignent du calvaire subi par la victime. Il y avait également deux orifices pouvant correspondre à la fameuse perceuse, un sur le poignet mais très superficiel et un autre sur la cuisse beaucoup plus profond. Donc, il est évident qu'on est dans des circonstances particulières, heureusement assez rares. On a des lésions répétées, donc une volonté de faire souffrir, l'utilisation de moyens multiples, des coups, et une histoire qui finalement se déroule sur un temps long, prolongé. On est vraiment dans une circonstance où il y a torture et acte de barbarie. La suite de l'autopsie confirme que ces actes ont été pratiqués du vivant de la victime. Toutes les lésions sont infiltrées de sang. C'est-à-dire qu'on va avoir, autour de la pénétration de la mèche, on va avoir une petite infiltration hémorragique. En profondeur, on va retrouver un hématome. Sur le cuir chevelu, là où il y a eu l'impact,
on va voir à chaque fois un saignement en regard. Et donc à chaque fois, c'est un marqueur du fait que le cœur était en activité au moment où les coups ont été portés. Donc la personne a bien subi ça de son vivant. À l'examen interne, l'expert découvre un œdème cérébral provoqué par les coups reçus sur la tête. C'est cette blessure, associée à la perte importante de sang, qui a causé la mort du retraité. À l'issue de l'autopsie, une information judiciaire contre X est ouverte pour meurtre avec torture et acte de barbarie. Et vu les circonstances, les enquêteurs préfèrent interdire à la famille de voir une dernière fois le corps de Willy Pomonthy. Le commandant qui vous reçoit vous dit non, il n'est pas question que vous voyez le corps. Et c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Nous n'avons jamais vu le corps. Alors que l'enquête est dans l'impasse, les policiers reçoivent les résultats des prélèvements effectués sur la scène de crime. Sur les 19 empreintes digitales relevées, 7 sont clairement exploitables. Lorsqu'elles sont exploitables, elles sont comparées systématiquement avec ce qu'on appelle des empreintes de familiers, donc les empreintes de la victime et les empreintes de toute personne ayant un lien avec la victime. Mais les comparaisons ne donnent rien. Aucune de ces empreintes n'appartient à une personne de l'entourage proche de Willy Pomonthy. Elles sont ensuite comparées avec celles que contient le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Et là encore, les résultats se révèlent négatifs. Mais les enquêteurs le savent, ces indices demeurent essentiels pour la suite de l'enquête. À chaque fois que dans le dossier, on aura un suspect, on pourra relever les empreintes digitales de ce suspect et vérifier si une de ces empreintes vient correspondre avec une des traces relevées sur la scène de crime. Autre indice important, les policiers reçoivent les conclusions de l'expertise génétique concernant les mégots de cigarettes retrouvés sur la scène de crime. L'analyse des mégots de cigarettes amène à la découverte donc de 2 profils génétiques. D'une part, le profil génétique de la victime, M. Pomonthy, sur un certain nombre de mégots, notamment qui correspondent à la marque de cigarette qu'il fume habituellement, et un second profil génétique non identifié. L'expertise précise que cette trace ADN est masculine. Mais au moment des faits, en 1996, il n'existe encore aucun fichier central d'empreintes génétiques. Les enquêteurs n'ont donc aucun moyen d'identifier le propriétaire de cet ADN inconnu. Mais il leur reste un autre indice à exploiter, les 2 traces de pas ensanglantées retrouvées sur la scène de crime. Le technicien va se focaliser sur des caractéristiques générales, la taille et les motifs de la chaussure. Il va se concentrer aussi sur des caractéristiques d'usure générale, généralement sur la plante et sur le talon de la chaussure. Et enfin, il va regarder des caractéristiques particulières, qu'on appelle des caractéristiques acquises au cours de la marche, qui sont des petites coupures, des arrachements de matière. Malheureusement, ces traces de pas ne sont que partielles et elles offrent ainsi peu d'éléments de comparaison. L'expert réussit toutefois à établir qu'elles proviennent de 2 types différents de baskets. Y aurait-il eu alors non pas un, mais 2 criminels ? On ne peut pas non plus complètement exclure que certaines des traces aient pu être faites postérieurement aux faits par les intervenants. Malheureusement, les experts n'ont pas comparé ces empreintes avec celles des différents intervenants sur la scène de crime, mais uniquement avec celles de la victime. On compare évidemment aux chaussures qu'on trouve sur place de M. Pomonthy, les sortes de sandales qu'il porte, qui sont à proximité de la scène d'infraction, donc dont on suppose qu'il les porte au moment des faits. Là encore,
impossible d'ouvrir une piste. Malgré le grand nombre d'indices dont ils disposent, les enquêteurs sont toujours dans l'impasse. Deux semaines après le mystérieux meurtre de Willy Pomontì, l'enquête avance enfin, grâce à sa voiture. Suite à la diffusion qui en a été faite au fichier des véhicules volés, le véhicule de M. Pomontì est retrouvé à Ivry-sur-Seine, à proximité d'une cité. Une équipe de techniciens de scène de crime est immédiatement dépêchée sur place pour procéder aux premières expertises. On constate que le véhicule est vide, que le coffre du véhicule est vide également, mais on remarque au niveau de la moquette du coffre des marques semblant indiquer que des objets relativement lourds ont été transportés et ont laissé des traces, ce qui peut être mis en relation avec le vol d'éléments hi-fi vidéo constatés chez la victime. Sur la vitre arrière du véhicule, les experts mettent également en évidence une empreinte de main. On va la traiter de la même manière que les traces digitales. Cependant, au niveau de son exploitation, on va être complètement différent, surtout en 1996, où dans la base de données du FAED, on a toutes les traces digitales qui sont insérées dans la base et non pas les traces palmaires. Autrement dit, tout comme pour l'ADN inconnu relevé sur les mégots de la scène de crime, cette empreinte palmaire ne pourra être comparée qu'à celle d'éventuels suspects. Alors qu'aucun indice matériel probant n'est découvert dans la voiture, les enquêteurs s'intéressent à l'endroit où le véhicule a été retrouvé. Une cité d'Ivry-sur-Seine, située à 25 km du domicile de la victime. Des témoignages vont être apportés à l'enquête en disant que dans cette cité, il y a un groupe de 4 ou 5 jeunes connus des services de police pour différentes infractions qu'ils ont commis ensemble. Des vols, des petites agressions. C'est une petite bande, quoi, en fait, qui pourrait avoir commis des faits de cette nature. On fait des perquisitions chez eux pour essayer de retrouver des éléments qui se rapportent à l'enquête, à savoir éventuellement les objets volés, éventuellement quelque chose qui les relie de manière plus précise à la voiture, à M. Pomontì. Mais aucun de ces éléments n'est retrouvé chez les 5 jeunes. En revanche, leurs chaussures intéressent particulièrement les enquêteurs. Tous les 5 portent des baskets qui pourraient correspondre aux empreintes relevées sur la scène de crime. On a quelques similitudes au niveau de traces de semelles, mais bon, ça se passe sur une marque de chaussures qui est extrêmement répandue, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Les 5 jeunes sont auditionnés, mais ils nient toute implication dans le meurtre de Willy Pomontì. Les policiers utilisent alors tous les indices en leur possession, mais en vain. Leur profil génétique sera également comparé au profil génétique inconnu de l'affaire Pomontì, sans résultat. Leurs empreintes digitales sont comparées aux traces papillaires non résolues, sans résultat, et du coup, ils sont de ce fait écartés de l'enquête. La piste se referme et l'enquête piétine encore pendant 6 mois. Mais en octobre 1996, la PJ de Versailles est alertée sur des faits commis à Berck-sur-Mer, dans le nord de la France. Car les similitudes avec le meurtre de Willy Pomontì sont pour le moins troublantes. C'est une équipe de malfaiteurs qui s'attaque à des commerçants présumés riches pour les dépouiller et qui utilisent dans leur mode opératoire une perceuse. Donc c'est un élément suffisamment notable et suffisamment rare pour attirer notre attention. Les malfaiteurs s'en sont pris à un couple de commerçants à son domicile. Ils les ont ligotés et menacés avec une perceuse dans le but de leur soutirer de l'argent. Mais en comparant cette agression avec celle de Willy Pomontì, les enquêteurs relèvent, dans le mode opératoire, un détail qui ne colle pas.
Cette bande qu'on a arrêtée, ils arrivaient avec leur perceuse. La perceuse qui a tué malheureusement M. Pont-Monty, c'était la sienne. Hein. Donc c'est un peu différent d'arriver avec une perceuse pour intimider les gens et puis de se servir de ce qui est sur place. Hein. Par ailleurs, ces braqueurs ont pour habitude de séquestrer leurs victimes, mais pas de les tuer. Mais peut-être ont-ils agressé Willy Pont-Monty le soir du 15 avril 1996 et que les choses ont mal tourné. Malheureusement, là encore, on ne trouve pas d'éléments qui les rapprochent concrètement de notre affaire et on a également cette comparaison de profil génétique entre notre fameux mégot inconnu et les profils génétiques de ces individus. Et là encore, on n'aboutit pas. Six mois se sont écoulés depuis le meurtre sordide de Willy Pont-Monty et une nouvelle piste vient de se refermer. Mais les enquêteurs refusent de baisser les bras. Ils décident de réentendre sans relâche les témoins directs et indirects de cette affaire hors du commun. L'environnement de M. Pont-Monty, que ce soit sa famille, que ce soit ses amis, que ce soit les gens qui gravitaient dans son entourage et qui ont pris, entre guillemets, les faits en pleine figure, hein. Ils sont marqués pour de très longues années par ça. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, au regard de certains événements, de certaines choses, ils vont avoir un regard différent sur l'affaire. Mais ces auditions n'apportent rien de plus. Et 10 années se passent ainsi sans qu'aucun nouvel élément ne vienne relancer l'enquête. Quand la juge d'instruction Sylvia Zimmermann reprend le dossier en 2006, elle est effarée par ce qu'elle découvre. J'ouvre ce dossier et je découvre une horreur, une épouvante. Et je me demande bien comment la personne qui a commis ça peut respirer le même air que moi. On doit avoir le cœur plus ou moins accroché quand on fait ce métier, mais là, c'était particulièrement atroce. Je me souviens même d'avoir regardé l'album photographique, d'avoir tourné une page de trop, et ce que j'ai vu m'a empêché de dormir pendant 3 ou 4 nuits. Face à l'horreur des faits, la magistrate ne peut se résoudre à laisser ce meurtre non élucidé. Les policiers avaient fait un travail absolument formidable et colossal, mais sans résultat. On avait retrouvé sur place des mégots de cigarettes. Je regarde donc ce qu'on peut encore faire. Et on a décidé de reprendre les choses pratiquement à zéro, c'est-à-dire en s'interrogeant si le crime avait eu lieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait ? Car en 10 ans, la police technique et scientifique a progressé de manière spectaculaire, notamment en matière de comparaison ADN grâce à la création du FNAEG. Le fichier automatisé des empreintes génétiques a été créé en 1998 suite à l'affaire Guy Georges. Et en 2001, il est devenu opérationnel avec l'enregistrement de toutes les personnes condamnées pour des crimes sexuels. Et c'est véritablement à partir de 2003 où on a étendu en fait ces prélèvements à toutes les personnes mises en cause et condamnées dans des affaires d'atteinte aux biens et aux personnes. En juin 2006, Sylvia Zimmermann demande donc à ce que l'empreinte ADN retrouvée sur le mégot de cigarette soit comparée à celle du FNAEG. Et voilà que je reçois du FNAEG une lettre me disant que le génotype qu'on leur a envoyé croisait avec un individu. 10 ans après les faits, la trace ADN inconnue est donc enfin identifiée. Alors là, je dois dire que le choc pour moi a été immense. Je reconnais que j'ai éclaté en sanglots de surprise, de joie, etc. Ma greffière est arrivée en courant. Qu'est-ce qui se passe? Et quand je lui ai dit, elle s'est mise à pleurer aussi. Aussitôt, la juge d'instruction appelle l'ex-femme de Willy Pont-Monty pour lui annoncer l'incroyable nouvelle. Je l'ai appelée immédiatement, je lui ai annoncé ça très délicatement. Elle a pleuré et je dois dire que ça m'a énormément émue. Elle m'a dit « Mais moi qui pensais que tout le monde avait oublié mon pauvre Willy. » Voilà. Malgré cette identification inespérée de l'ADN, la magistrate
tout comme les enquêteurs, préfère ne pas crier victoire trop tôt. L'ADN, en tant qu'élément matériel, est une réelle évolution en matière de police scientifique et non pas une révolution, car il s'agit en fait d'une trace parmi tant d'autres. Et il est clair qu'on a su qui était venu dans cette maison fumer ses cigarettes. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'on a le fumeur de cigarettes, est-ce que c'est lui l'assassin? Là, c'est encore une autre histoire. L'ADN qui a matché dans le FNAEG est celui d'un certain Michel Ambras. Pour la juge et les enquêteurs, la priorité est maintenant d'en apprendre le maximum sur cet homme de 46 ans. J'appelle immédiatement les policiers, on en discute, et puis je leur donne une commission rogatoire pour qu'ils étudient d'abord l'environnement de Michel Ambras. C'est-à-dire où il habite, qu'est-ce qu'il fait, et puis son passé. Les premières recherches révèlent qu'entre 1983 et 2003, Michel Ambras a été condamné à 10 reprises. L'homme est d'ailleurs surnommé le roi du chéquier volé. C'est un individu dont le parcours est émaillé d'un certain nombre d'affaires de petite et moyenne délinquance, principalement des vols, des escroqueries. C'est un petit voyou, on va dire, sans envergure, et qui n'a jamais été impliqué dans des affaires violentes ou graves, enfin en tout cas des affaires sans commune mesure avec l'affaire Pomonti. Un par un, ses proches sont auditionnés et tous sont unanimes. Michel Ambras n'a rien d'un dangereux criminel. J'ai voulu une enquête très approfondie. Les divers employeurs disaient tous il est très bien. Bon, s'il m'avait pas volé mon chéquier, je l'aurais beaucoup apprécié. Mais je l'aurais apprécié davantage encore. Mais enfin, c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de réservé, qui fait pas de vagues, qui est plutôt assez discret, qui est serviable, plutôt gentil, amical, mais jamais d'éléments qui montrent qu'il peut se transformer en brute sanguinaire, quoi. Depuis mai 1996, soit un mois après le meurtre de Willy Pomonti, Michel Ambras est marié et installé à Aulnay-sous-Bois. C'est dans cette banlieue parisienne que les policiers décident de l'interpeller le 15 septembre 2006. On interpelle également son épouse. On n'a pas forcément d'explication à lui demander sur les faits, mais elle peut être aussi très intéressante concernant déjà la personnalité de Michel Ambras. Et puis surtout, ça peut être aussi vraisemblablement pour elle une époque assez marquante que la périphérie de leur mariage. Donc peut-être qu'elle aura des éléments, elle aussi, à apporter à l'enquête. S'il paraît surpris, Michel Ambras n'oppose aucune résistance lors de son arrestation. Il est aussitôt placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Versailles. Les policiers me tenaient informé minute par minute presque. Enfin, c'était trop important pour que je reste sur ma faim. Et alors, ils m'appellent et ils me disent au fur et à mesure ce qu'ils disent. Le but pour nous, c'est d'en apprendre le plus possible sans lui donner d'indications, sans l'aiguiller, en fait. On veut en même temps s'assurer nous-mêmes que la personne nous fait des déclarations qui sont fidèles à la réalité, qui ne va pas reconstituer un scénario à partir d'indications qu'on pourrait lui donner. Les policiers commencent par demander à Michel Ambras s'il s'est déjà rendu à la Selle Saint-Cloud. Et l'homme est catégorique. Il assure n'y avoir jamais mis les pieds. Il a dit de façon assez véhémente, jamais, jamais je ne suis allé à la Selle Saint-Cloud. Bon, c'est déjà une indication. C'est difficile de dire quelque chose comme ça d'emblée. Je veux dire, moi, si vous me demandez si je suis allé dans tel endroit, je peux vous dire, écoutez, je n'ai pas le souvenir, je ne crois pas, peut-être, c'est loin, je m'en souviens plus. Les policiers lui expliquent alors que son ADN a été retrouvé sur un mégot de cigarettes ramassé sur une scène de crime dans une villa de la Selle Saint-Cloud. Mais Michel Ambras s'obstine. Il dit « Mais je ne comprends pas, vous me dites que mon ADN a été retrouvé. Oui, je fume telle cigarette qui correspondait aux cigarettes qu'on avait retrouvées sur place. C'est vrai, mais je ne comprends pas comment mon ADN peut se trouver là. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur ?»
Les policiers ont besoin d'autres éléments matériels susceptibles de confondre le suspect. Ils comparent donc ces empreintes digitales avec celles qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Mais les résultats se révèlent négatifs. Tout comme pour l'empreinte palmaire retrouvée sur la vitre arrière de la voiture de Willy Pomontì. Les enquêteurs ne disposent que d'un seul indice, le mégot de cigarette, pour faire reconnaître à Michel Ambras qu'il était bien présent au domicile de Willy Pomontì le soir du meurtre. Alors, armés de patience, ils enchaînent les interrogatoires. Et là, à la 4e audition, il finit par craquer. Et il avoue qu'il est venu sur les lieux. Et il raconte qu'il s'était disputé avec sa fiancée, qu'il est donc parti, comme ça, à l'aventure, pour réfléchir à son avenir. Michel Ambras explique aux enquêteurs que ce 15 avril 1996, il a pris le train en direction de Versailles pour se changer les idées. Il en serait descendu au hasard à l'arrêt de la Selle Saint-Cloud. Ensuite, il aurait marché sans but précis dans les rues de la ville. Je me suis promené, et puis à un moment, j'ai vu une maison, une belle villa avec une grande baie vitrée. J'ai voulu voir de près. J'ai vu un monsieur qui avait l'air d'être en train de bricoler. Je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être quelque chose à voler. Et je me suis caché dans le jardin. La nuit tombe sur la Selle Saint-Cloud quand Michel Ambras entend une porte claquer. Croyant que le propriétaire des lieux est parti, il pénètre dans la maison. Je progressais dans le couloir, à ce moment-là, on m'a frappé. C'est ce monsieur Pomontì qui m'a frappé avec une perceuse qu'il tenait à la main. Je me suis défendu, on s'est bagarré, j'ai fini par avoir le dessus, j'ai réussi à me dégager. Michel Ambras raconte qu'il a alors assommé Willy Pomontì avec la perceuse. Laissant derrière lui le retraité inconscient, mais toujours en vie, l'agresseur prend tout de même quelques précautions avant de s'enfuir. Il indique qu'il se change, parce qu'il est largement taché de sang, ce qu'on peut aisément comprendre effectivement quand on voit la scène de crime, qu'il prend des vêtements de M. Pomontì pour se rhabiller entre guillemets proprement, qu'il emmène ses propres vêtements dans un sac, qu'il prend quelques objets et le véhicule, et qu'il quitte les lieux. Au volant de la voiture de Willy Pomontì, Michel Ambras rejoint alors son domicile de l'époque, situé au nord de Paris. Il jette ensuite ses vêtements ensanglantés dans une poubelle. Puis il gare la voiture dans une rue, en prenant soin de ne pas verrouiller les portes et de laisser la clé sur le contact. En abandonnant le véhicule ouvert, clé dessus, dans ce type d'endroit, il y a toutes les chances que le véhicule redisparaisse assez rapidement et donc écarte les pistes assez loin de lui, ce qui est relativement judicieux, voire même intelligent, puisque effectivement c'est ce qui se produira vraisemblablement. En entendant cette version des faits, les enquêteurs sont dubitatifs. Car si Michel Ambras reconnaît avoir assommé Willy Pomontì, il affirme que le retraité était encore vivant quand il a pris la fuite. En espérant le faire réagir, les policiers lui montrent alors les photos, difficilement soutenables, de la scène du crime. Ça peut pas être moi, quand on lui montre les photos quand même, etc. Non, ça peut pas être moi, je suis pas capable de ça. Je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas possible, j'ai pas fait ça. Michel Ambras n'en dira pas plus. Il est mis en examen et écroué. Mais pour les enquêteurs, 10 ans après le drame, le mystère sur les circonstances exactes de la mort de Willy Pomontì reste entier. Il évite d'aborder certains détails particulièrement gênants. Il ne se rappelle pas avoir fumé. Il se rappelle avoir tapé avec la perceuse, mais pas s'en être servi en tant que perceuse. Il ne se rappelle pas de la masse. Le sentiment qu'on a à l'époque, c'est qu'il se sent contraint de faire des aveux pour expliquer, parce que voilà, pour expliquer sa présence, pour expliquer le fait qu'il y ait son ADN dans les lieux, mais à la fois il ne va pas non plus au bout des choses. Donc voilà, on a à la fois des aveux circonstanciés et détaillés, mais qui ne couvrent pas la totalité des faits et la totalité des détails.
Quelques semaines plus tard, du fond de sa cellule, Michel Ambras écrit à la juge d'instruction. Je reçois une lettre de sa part où il me demande d'être entendu en me disant qu'il a des révélations à faire et qu'il souhaite être entendu le plus rapidement possible. Il va me déclarer qu'en réalité, il n'a rien à voir avec toute cette affaire, qu'ils étaient deux. Son acolyte était quelqu'un qu'il connaissait depuis un certain temps, qu'il avait connu dans un café. Cet acolyte, un certain Patrick Le Petit, lui aurait alors parlé d'une villa à cambrioler à la Selle-Saint-Cloud. Michel Ambras devait simplement faire le guet, mais une fois sur place, les choses se seraient compliquées. Et à un certain moment, Le Petit l'appelle et lui dit « Viens tout de suite ». Et Ambras entre dans la maison, il voit Le Petit échevelé en train de dire « J'ai fait une connerie ». Il l'emmène dans le couloir qui mène à la chambre. Et là, Ambras dit « Mais je vois du sang, c'est affreux. Et même de loin, je vois un corps allongé. » Et Le Petit dit « Bon, j'ai fait une connerie, mais je te préviens, si jamais tu en parles, je te fais la même chose à toi, à ta femme. » Il le menace de mort et il s'en va. Patrick Le Petit aurait alors pris la fuite au volant de la voiture de Willy Pomontí, laissant Michel Ambras seul sur les lieux du crime. Et Michel Ambras me dit, moi, je reste là. Je suis tellement pétrifié que je ne sais pas quoi faire. Et je dis, oui, mais monsieur, vous êtes pétrifié peut-être, mais d'abord, vous avez quand même le temps de fumer des cigarettes. Oui, mais c'est parce que je suis tellement tendue, tellement effrayée, effondrée, que je fume quelques cigarettes. Michel Ambras aurait finalement quitté le domicile de la victime avant de prendre un taxi pour Paris. Et quand la juge d'instruction l'interroge sur son silence pendant 10 ans après des faits aussi graves, l'homme lui répond « J'avais trop peur parce qu'il m'avait menacé. » Mais je dis « Oui, mais pendant 10 ans, il ne vous a rien fait. Est-ce que vous l'avez revu ? Non, plus jamais. » Des explications qui, une fois de plus, laissent la magistrate et les policiers très perplexes. En gros, on n'aurait jamais voulu parler par crainte de représailles. C'est-à-dire l'histoire qu'on nous raconte systématiquement quand on revient sur des aveux. Voilà, c'est les éléments, clac, clac, clac. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est l'auteur principal, et je crains pour ma famille. C'est systématique, hein, c'est mathématique. Quand on revient sur ces aveux, on dit ça. Malgré leurs doutes, la juge d'instruction et les enquêteurs se donnent maintenant une priorité, retrouver le fameux Patrick Le Petit, désigné par Michel Ambras comme le meurtrier. Mais la tâche s'annonce compliquée car les souvenirs de Michel Ambras sont vagues. C'est difficile d'identifier le Petit parce qu'il se souviendra qu'il habitait, alors Villeneuve-la-Garenne ou la Garenne-Colombe ou Colombe, il ne savait pas trop, dans un immeuble haut, à un étage élevé. Bon, et les policiers, systématiquement, vont rechercher un Patrick Le Petit qui habite dans un étage élevé à Villeneuve-la-Garenne, à la Garenne-Colombe. Mais ces recherches ne donnent rien. Michel Ambras croit aussi se rappeler que l'homme travaillait dans une entreprise de sécurité. On va chercher les entreprises de gardiennage et de sécurité de la région parisienne. On va étendre la recherche. Et je me souviens qu'on a étendu la recherche non seulement à la France métropolitaine, mais également à la Martinique et à la Guadeloupe. C'est dire qu'on a vraiment voulu fermer toutes les portes. Si Le Petit il y a, il faut retrouver Le Petit. Mais ces investigations ne donnent rien non plus. Michel Ambras finit par livrer une information capitale. Patrick Le Petit aurait déjà fait de la prison. On finit par trouver un certain nombre de Le Petit qui correspondent, entre Villeneuve-la-Garenne, etc., qui ont fait de la prison. Les policiers présentent alors à Michel Ambras une planche photographique avec les portraits de tous les Patrick Le Petit ayant été incarcérés. Sans hésiter, il désigne alors une photo. C'est celle d'un homme condamné à de multiples reprises pour faits de vol avec violence, menaces et atteinte à la vie humaine. Il est assez violent et capable de s'énerver de manière impromptue, en fait, de pouvoir piquer une colère, ce qui correspondrait assez bien
à un déchaînement de violence. Mais quand les enquêteurs cherchent à localiser ce suspect idéal, En faisant des recherches sur ce gars-là, on apprend aussi qu'il est mort. en 2005, soit un an plus tôt, Patrick Lepetit est mort en prison des suites d'un cancer. Impossible donc de le confronter aux déclarations de Michel Ambras. On a un Lepetit qui peut coller. Il est mort, donc on ne peut pas lui poser de questions, forcément, c'est bien pratique. Et du coup, on va essayer de faire ce qu'on peut. Avant tout, il s'agit de retracer l'emploi du temps de cet homme au moment des faits. Les enquêteurs découvrent ainsi qu'en avril 1996, Patrick Lepetit était agent de sécurité à l'aéroport d'Orly. Et précisément le soir du drame, il était à son poste de 19h à 8h du matin. Autrement dit, il ne pouvait pas être au domicile de Willy Pomoty à la Selle Saint-Cloud. Il tombait tellement bien, ce Lepetit. On pouvait tellement lui transférer de responsabilité que c'était trop beau pour être vrai, quoi. Et puis, je n'arrivais pas à croire que quelqu'un qui dit « tu ne parleras pas, sinon tu auras affaire à moi » ne se montre plus pendant 10 ans. Non, puis rien ne collait, quoi. En refermant la piste de Patrick Lepetit, les enquêteurs ont la conviction que Michel Ambras les a menés en bateau. Donc je reconvoque M. Ambras et je lui indique que M. Lepetit est mort. Ah, il n'avait pas l'air déconfit, rien, impassible. Et je lui dis, vous le saviez qu'il était mort, non? Ah non, c'est vous qui me l'apprenez. Et là, excusez-moi, mais je ne pouvais plus le croire. Deux ans plus tard, en 2008, une reconstitution est organisée en présence de Michel Ambras. On avait tous un peu peut-être le secret espoir que de se retrouver dans ce décor, dans cette maison, entre guillemets, il craquerait. Mais M. Ambras, c'est pas un genre d'homme à craquer et il n'a rien voulu faire. Sur les lieux du drame, l'homme ne fait que confirmer ses dépositions. Il nous a montré comment il est rentré, comment il s'est assis sur la chaise à fumer sa cigarette complètement effondrée. La magistrate lui demande alors de reproduire sa première version des faits, celle où il affirmait s'être battu avec la victime avant de l'abandonner assommée mais vivante. Mais Michel Ambras refuse de coopérer. Il a dit non, ça c'était pas vrai, donc je refuse de faire une reconstitution de l'endroit où ça serait passé, de ce qui s'est passé, puisque de toute façon ma version c'est moi je ne suis venue que quand tout était fait. La reconstitution se termine donc sans avoir apporté la moindre information supplémentaire aux enquêteurs, notamment sur l'existence ou non d'un complice. Or, des indices plaident pour cette thèse du second personnage. Les deux empreintes de chaussures différentes retrouvées sur la scène de crime. Mais un autre scénario peut apporter une explication à ce sujet. Ambras, il arrive sur les lieux, il commet les faits. Donc il est habillé, il a des chaussures. Il indique lui-même qu'après les faits, il est couvert de sang, et que donc, il se change complètement, il met des vêtements de M. Pomoty, des chaussures de M. Pomoty. Donc, on peut très bien imaginer qu'on ait les semelles d'Ambras avec lesquelles il arrive, et les semelles des chaussures qu'il a volées à M. Pomoty pour se rhabiller et quitter les lieux. C'est une autre possibilité d'expliquer la présence de plusieurs semelles différentes sans pour autant impliquer un deuxième individu. Ainsi, rien ne permet de confirmer l'existence d'un complice. Mais la question reste posée. Un petit escroc comme Michel Ambras, qui n'avait jamais tué jusqu'alors, a-t-il vraiment pu commettre un crime aussi atroce ? On parle souvent d'escalade de la délinquance et de la criminalité. On parle même de spirale, comme si ça partait petit et que ça montait au fur et à mesure des occasions. Dans sa tête, enfreindre la loi pour voler les autres, il y a déjà le fait qu'il puisse déborder par rapport à la loi. Et donc, dans ces circonstances particulières, où il aurait pu être surpris par la victime, il est possible qu'il y ait donc une altercation violente verbalement et qu'il aille plus loin sur le plan physique jusqu'à massacrer véritablement sa victime.
s'agisse de la famille de Willy Pomontí ou des protagonistes de l'enquête, 22 ans plus tard, tous restent marqués à jamais, voire hantés par ce meurtre barbare. Je dois dire que cette affaire est l'une de celles qui m'a le plus marquée, peut-être même celle qui m'a le plus marquée. Tant à cause de la noirceur et de la hideur du crime, des souffrances insupportables qu'a dû endurer la victime, que du fait qu'il aurait suffi d'un rien pour qu'on n'arrive jamais à identifier la personne qui l'a commis. Il ne vous reste que la douleur, quoi. Il n'y a rien. Il ne vous reste que la douleur. Ah oui, non, c'est... Vous n'y pouvez rien. Bon. Vous devez vous accepter, vous remettre dans un autre monde, une autre situation. Nous avons ça, nous gardons ça pour nous. Voilà. Nous gardons sa présence, nous gardons... Voilà, le partage qu'on pouvait en faire, voilà.